نبدا الجلسه الثانيه. فاذا المفروض المتدخلين اللي عطاو الاسماء ديالهم نفتحوا النقاش ديال المده ديال ربع ساعه لا اكثر. نقاش حول ابتسام. ما عندك شي مداخله؟ طيب سنكتفي بهذا القدر في الانتظار. اذا فتنا ما نسالياش نقولوا ربع ساعه. طيب الاستاذ صابر، نرجو ان تكون الاسئله واضحه وقصيره جدا والاجابات ايضا Ma question s'adresse à M. Kadiri. Donc, la question est la suivante. Je ne sais pas pourquoi vous avez travaillé sur une seule station alors que vous parlez de la région de Fès-Meknès. Je pense, les commentaires vont confirmer que voilà, il faut travailler pour une région, il faut travailler sur au moins 5 stations pour voir la variabilité climatique et son effet sur les réserves de la nappe phréatique. Ma deuxième question, c'est vous parlez d'années humides, d'années normales, et vous parlez aussi d'une année sèche. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pensez d'année normale? C'est année normale pour vous, c'est année qui s'approche de la moyenne ou je ne sais pas. Voilà, merci. L'intervention concernant la communication de la professeure Naïma ici. Voilà. En suivant son intervention, j'ai constaté que c'est une intervention qui est chez moi de parler un peu franc, qui manque un peu de consistance, parce que là on est dans des généralités, il n'y a pas beaucoup de données, de terrain sur le terrain, des observations de terrain, mais c'est des observations qui s'appliquent à tout l'espace biotite. Hein. Donc les illustrations qu'il nous a montrées, on n'a même pas aucune légende, ça ne montre rien. Voilà, ça manque de consistance, excusez-moi pour le terme. Donc il n'y a pas de données chiffrées pour voir un peu l'ampleur des phénomènes. Pour M. Kadiri, j'ai une petite question. Quand on parle de la nappe de séisme, tout en n'étant pas géologue ni climatologue, j'ai constaté que, comme mon collègue vient de le dire, un petit peu déjà, prendre comme une seule station pour parler d'une région, c'est un peu limite. Et en plus de ça, quand quelqu'un qui connaît bien la nappe de séisme, il sait bien que sa recharge, ce n'est pas une recharge locale, c'est une recharge qui vient de l'eau qui provient d'ailleurs, venant du Moyen Atlas. Hein. Donc on ne peut pas appliquer les données de la station de séisme uniquement pour juger de la variabilité du niveau de la nappe. Donc il faut étendre un petit peu le champ d'observation, remonter un peu plus vers l'amont, parce que c'est là la région nourricière de la source. Mais en plus de ça, pour parler de la variabilité du niveau de la nappe, ce n'est pas seulement dû aux précipitations, il faut prendre aussi l'action anthropique, tous les prélèvements qui se font
à l'amont, parce que c'est complexe quand même comme phénomène hydrogéologique. Ça ne se limite pas seulement à ce qui tombe du ciel, mais aussi il faut voir ce qui se fait aux alentours. Merci. Merci. Achille. Monsieur le Président, la question s'adresse à Monsieur le Professeur Adeli. Petite question, comment réduire la surexploitation des eaux souterraines dans une région d'agriculture? Ça veut dire de quelle manière? C'est un peu complexe, c'est difficile. Et comment augmenter l'utilisation des eaux de surface? Savoir que le barrage ici ne suffit pas. Merci. C'est bon, la dernière question, c'est bon? Vous l'avez entendu ou il répète? Bon. Monsieur Khalid, candidat. Moi j'ai quatre petites remarques. L'impact des inondations. Et quand on a suivi la présentation, il mettait l'accent sur les inondations, l'impact des inondations, donc les sapements des berges et tout ça. Mais pour moi, c'est rien à voir avec c'est pas des inondations, ça. Parce que les inondations, c'est un débordement du cours d'eau. Donc c'est pas, il n'y a pas de sapement, c'est l'inverse. Il y a un dépôt. Donc c'est peut-être l'intervenant venait parler des crues. Oui. Peut-être des crues, oui. Il y a sapement des berges, mais pas des inondations. Les inondations, c'est l'inverse. Parce que quand on parle des inondations, vous avez à l'aval une diminution des débits, vous avez une diminution des vitesses, vous avez une contrainte, donc plus la zone inondable, il y a plus des dépôts, plus que érosion. C'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est l'intervenant qui parlait de, c'était tout d'abord, l'irrégularité, l'impact des... Donc, quand on parlait des irrégularités climatiques et des précipitations et des débits. Alors, je veux bien quelqu'un qui me démontre l'inverse. Ça veut dire que, surtout dans le climat méditerranéen, à part les climats équatoriaux, c'est discutable. Mais dans un climat hors climat équatorien, et notamment, spécifiquement, vous parlez du climat méditerranéen, parce qu'il s'agit du climat méditerranéen, est-ce que quelqu'un, s'il me démontre qu'il n'y a pas d'irrégularité, moi j'ai jamais vu une station où il n'y avait pas de variation, sauf, ou bien les débits qu'il n'y avait pas de variation, sauf si ce sont des vannes des barrages, ou bien des robinets qu'on va ouvrir et va laisser. À part ça, j'ai jamais vu constater une station où il n'y a pas d'irrégularité. Donc ce qu'il faut montrer, s'il y a de l'irrégularité, c'est une donnée structurelle. Ce qu'il faut montrer, de caractériser la variabilité. Une autre remarque, c'est pour monsieur, c'est mon collègue, Raphaël. C'est peut-être pour moi quelqu'un qui préconise le traitement d'un glissement par la végétation. Il n'a pas compris ce que ça veut dire un glissement. Pardon. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un glissement? Un glissement, ce n'est pas des sols. Un glissement, elle n'intéresse pas des sols. Parce que quand il s'agit des sols, c'est autre chose. Ce n'est pas un glissement. Un glissement, elle intéresse surtout la roche altérée. Ça veut dire qu'il y a la roche, mais la partie altérée de la roche. Ça veut dire encore plus profond. Donc traiter la roche, donc les causes principales, c'est deux causes principales. Vous avez la nature de la roche, vous avez la terrasse, vous avez l'eau, parce que c'est l'eau responsable de l'altération. Et bon, si vous traitez par la végétation, ça veut dire quoi? Infiltrer l'eau, donc faire plus altérer la roche. Donc on ne traite jamais un glissement par la végétation. Quelqu'un qui parle de ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris que ça veut dire un glissement. Troisième combat, quatrième combat, c'est mon ami et mon collègue Kadiri. D'abord,
la coupe géologique que vous avez attribuée à M. Serrini, je pense, 2017. Ça, c'est une coupe qui date de la période coloniale. C'est M. Taltas. Et cette coupe, on la trouve dans plus que 100 références qui travaillent sur 16, puis soit sur le plan géologique, hydrogéologique, géomorphologique. Toute cette coupe revient. Donc c'est pas M. Serrini, c'est M. Taltas depuis la période coloniale. Ça c'est. Mais la remarque, je voulais signaler, quand vous avez par exemple parlé de la géologie, vous êtes. Je rejoins M. Lawan, vous arrêtez au Miocène. Alors que la nappe dont vous parlez et dont l'agence elle a estimé, selon vos références, 100 millions de mètres cubes, c'est pas la nappe quaternaire. C'est au-delà, se trouve au-dessous de Miocène. Donc vous n'avez pas signalé, c'est la nappe liassique. Et comme Lawan l'a signalé, il s'alimente on sait bien qu'il se trouve à 1000 mètres au-dessus des marnes miocènes. Donc il s'alimente de Moyen Atlas. ميرسي شكرا للأساتذة الكرام. تفضل الأستاذ القديري بالإجابة، ثم هناك أيضا سؤال موجه للأستاذة نهيمة ثم الأستاذ عبد. En réponse à l'intervention de mon collègue Sabir concernant la région de Meknès et que les données ne représentent qu'une station, ça ne concerne pas toute la région, je dois dire que lors de mon travail, j'étais vraiment confronté au manque de données fiables. C'est pourquoi les données, les seules données pluviométriques disponibles, c'est ceux fournis par la direction provinciale de l'agriculture, qui concerne uniquement la station de Meknès. Pas de données concernant la température, pas de données. Concernant le déficit hydrique, que j'ai évoqué dans mon exposé, c'est un déficit qui est lié non seulement à la variabilité pluviométrique, mais aussi à l'intensité des prélèvements en eau par pompage dans le bassin du Saïs. Donc c'est une intensité qui influence plus le facteur climatique, à savoir la baisse des précipitations. Alors, pour ce qui est de la nappe du Saïs, j'ai bien expliqué qu'il s'agit que l'aquifère de Saïs se compose d'une nappe phréatique superficielle qui siège dans les formations lioquaternaires et une nappe profonde qui siège dans les roches calcaires dolomitiques du Lias. Les deux séparés par une couche marneuse qui appartient au Miocène. J'ai bien dit ça dans mon exposé. Bien sûr, les deux aquifères sont liés, il y a des échanges entre les deux aquifères. Voilà mon point de vue concernant les remarques de messieurs les proviseurs. Merci. Merci, Ustad. Merci. Je demande à M. Rafet. أستاذ بالنسبة لمعالجة الانزلاقات في النطاق الشمالي، أستاذ العقل قال لنا على مستوى النطاق الشمالي أنه كان يتكلف بمعالجة
اشكاليه المنطقه هو المختبر العمومي للدراسات التجاريه. المختبر العمومي للدراسات التجاريه كان مجموعه ديال الاقتراحات، ومن بين الاقتراحات اللي شارك فيها بين المقترح ديال التشجير بطبيعه الحال التشجير غير كافي. هناك بدات الاشكاليه بدات معالجه بناء جدران سنيده على مستوى حي الحسنه وحي بوفاق. هذه الجدران السنيده التي تم انجازهما تمت على مستوى عاليه الانزلاق، ماشي في سافله الانزلاق. باش تدار فعاليه الانزلاق لنا مشكل كبير. علاش؟ لان ما كانش يحترم هذه المعايير، وبالتالي ولا واحد الضغط كبير عليه من طرف الكتله التي تعلو الانزلاق وبدا تيتشقق هذه الجدران. هناك جانب اخر هو جانب يعني الاشغال القطاعيه فيما يتعلق بما معالجه الاشكاليه ديال المياه التي يجب الايقاف المياه لان هي السبب ولا هي المحرك ديال الانزلاقات التي تعمل على انطلاق حبيبات الدياطان وبالتالي الوصول الى حدود السيوله. وهذا تم عن طريق اعاده هيكله شبكات الطهير بعض المناطق، ولكن بعض المناطق الاخرى بعض الاحياء الاخرى يعني بقى تصرف بشكل طبيعي على مستوى الكتله. جانب اخر هو ان قاموا بتطليق مجموعه من الازقه لمنع مياه التساقطات، هذا جانب. اذا بغاو يوقفوا المحرك الرئيسي للانزلاقات اللي هو المحرك الرئيسي للانزلاقات اللي هو المياه، وبغاو يسندوا الكتله المنزلقه، اسناد الكتله المنزلقه، ولكن هذا الاسناد تم بطريقه عكسيه، انه بعد ما تكون على مستوى السافله ديال الكتله المنزلقه داروها على مستوى العاليه. المساله ديال التشجير هذه هي مساله يعني غير تقول هذاك جانب غير ثانوي، الانزلاق لا يعقل انك تسلك كتله بالتشجير واخا شنو ما درت التشجير ما غاديش يمكن هو هذا. يعني باش تعالج الانزلاق هو خصك تسند الكتله المنزلقه على مستوى النطاق الشمالي ديال الحي الحسني. تم بطريقه عكسيه، ما كانش فيها حكمه، ما كانش فيها تدبير جيد، وبقى الانزلاق تيتطور يعني سنويا خصوصا مع فتره ديال التساقطات. هي دابا جايه التساقطات وتنتظروا عاد نشوفوا شنو ممكن يوقع على مستوى المنطقه. شكرا. Merci pour le monsieur qui a parlé de manque de consistance. Je dirais que vous trouvez plus la consistance nécessaire dans l'article qui sera édité, Inch'Allah, et que j'étais obligée de respecter le temps de 15 minutes, surtout après les pertes de temps qu'on avait tout ce matin. Pour monsieur qui a parlé de staffement des verres, j'ai bien montré que nous sommes en face d'un bassin versant structurel où la largeur était trop faible par rapport aux altitudes. Donc, et j'ai aussi la surface qui était concernée par des inondations qui a touché spécialement les habitats, les équipements, la santé publique et tout. Pour le staffement des berges concernant la dynamique de l'eau, oui, je ne l'ai pas lié directement avec les inondations, mais c'est une des conséquences des crues élevées qui connaît la zone pendant la saison pluviale. Merci. شكرا اساتذه الكرام، شكرا على طبيعه الاجابات. بطبيعه الحال الهدف هو بعد ذلك هو النقاش ما بين الاساتذه، سيتم بعد ذلك اتصالات. طيب نمر الى الجلسه المواليه، واظن الاستاذ امياي. استاذ امياي من كليه من فاس. بطبيعة الحال عنوان المداخلة les outils techniques de cartographie des risques naturels. أدوات تقنية. Pardon, oui, exactement. C'est la science qui s'appelle l'outil technique de cartographie des risques naturels. La cartographie des inondations au Maroc, méthode, contrainte, précision, utilisation. كارتوغرافية الامتطاحات بالمغرب، طرق العمل والاستعمالات الموازية. Merci Monsieur le Président. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc là je vous présente cette communication au nom de mes collègues Ouda Khalid et Mahmoud Lawan. Donc notre communication s'intitule La cartographie des inondations au Maroc, contexte de développement, typologie des cartes réalisées et approche adoptée.
il y a un petit changement par rapport à ce qui a été donc, envoyé au début. Donc, directement, donc, notre communication s'articule sur deux idées principales. Donc, le contexte du développement de la cartographie des inondations au Maroc et la typologie des cartes réalisées et approches adoptées. En fait, tout le monde s'est rendu compte donc, des inondations qu'a connues notre pays au cours des 2 dernières décennies. Donc, ces inondations ont incité à la production d'une abondante littérature, notamment de documents cartographiques. Mais il n'y a pas de jugement, en fait, et d'analyse de ces travaux. Là, c'est ça notre principal objectif de ce travail, c'est de voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces travaux, qu'est-ce qu'on a comme apport scientifique au niveau donc, de cette problématique des inondations, surtout sa représentation cartographique. Donc voilà 3 questions qui structurent donc, notre intervention. Quels sont les principaux facteurs à l'origine de cette production de documents cartographiques et quelles sont donc, les caractéristiques de ces documents et comment, donc, à travers, ou quelles sont les techniques et méthodes utilisées pour la production de ces cartes. La réponse, en fait, à ces questions a été faite sur le point de vue méthodologique en analysant, donc, en prenant un certain nombre de publications et de cartes issues donc, de services qui travaillent sur la problématique et on les a analysées. L'objectif au départ c'était de faire des statistiques, mais malheureusement quand vous allez le voir, on n'a pas pu produire des statistiques parce que la plupart des cartes qu'on a eues étaient un peu homogènes, surtout celles qui étaient produites dans le cadre de la réalisation des atlas par les agences des bases. Donc, tout de suite, le premier point, ou le premier axe dans notre intervention, le contexte, ou les facteurs qui ont contribué à l'essor de ces travaux de cartographie. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, cet essor et cette progression, c'est le fruit de la combinaison de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'ordre technique, donc les moyens techniques, et notamment la large diffusion des outils de spatialisation et de la cartographie. Donc, surtout les dernières versions de certains logiciels qui ont donc apporté de grandes améliorations au niveau surtout des fonctions de traitement. Ces logiciels, surtout les dernières versions de certains logiciels, donc ont apporté de puissantes fonctions en matière de possibilités d'intégration, de croisement des données qui sont de nature et de format et de source diverses, les traitements ou le traitement des données géomorphologiques et hydrologiques. Certains logiciels comportent des modules spécifiques et très puissants. Je ne vais pas citer de logiciels, et des opérations géospatiales et la possibilité surtout d'échange de données avec les logiciels de modélisation hydraulique. En plus de cette large diffusion des outils de spatialisation, il y a également
hein, la disponibilité donc, des outils de modélisation. Hein. Donc, ces outils, en fait, certains sont gratuits, hein, faciles d'accès, hein, et bien sûr, le plus important qu'a apporté ces modèles, c'est que hein, ils ont donc permis aux chercheurs l'atténuation de la contrainte du manque de données. Certains, vous savez tous que rares sont les bassins donc des versants sur des villes, hein, parce que c'est là où on a vraiment le problème d'inondation où se pose avec acuité. Donc ces modèles, en fait, surtout les modèles hein, hydrologiques, nous ont permettent aux chercheurs hein, de s'affranchir ou le dépassement de ce manque de données. Hein, bien sûr, on va voir donc que les modèles hein, pluie et débit hein, donc, arrivent à, à surmonter cette contrainte de manque de données. En plus donc, de la disponibilité des outils de modélisation, il y a également, hein, et ça c'est un fait, hein, tout le monde peut le remarquer, hein, c'est l'étalement donc, du fait urbain hein, sur hein, des zones, hein, sur des zones hein, qui sont submersibles. Hein, et là, bien sûr, ça a augmenté hein, donc le nombre de populations et des installations touchées. Donc, ça amplifie un petit peu hein, ce phénomène d'inondation. Et en même temps, donc, avec cette fréquence de ces inondations, surtout celles hein, qu'on a connues, ou que le pays a connues dernièrement, celle de Gminy par exemple, hein, et, a fait beaucoup de dégâts. En même temps, donc, il y a hein, une volonté donc, chez les pouvoirs publics, hein, les autorités et les acteurs publics, il y a une volonté donc, de la maîtrise de ce risque. Et bien sûr, là, il y a plusieurs outils donc, qui démontrent cette tendance et cette politique préventive et qui se fait essentiellement par hein, la cartographie. Il y a le plan national de protection contre les inondations, l'intégration des risques de manière générale et les risques d'inondation récents hein, dans les documents d'urbanisme. Et il y a aussi la coopération scientifique. Certains projets hein, donc, ont été donc, le cadre de développement et de la réalisation de certaines cartes. Voilà pour donc, les principaux facteurs hein, qui ont contribué à l'essor hein, de ces travaux de cartographie. Le deuxième, donc, c'est en fait l'examen de ces travaux hein, et de ces cartes réalisées. On va se limiter à la typologie hein, donc, des cartes réalisées et les approches adoptées. Donc, l'analyse de cette littérature nous a permis de dégager donc, 4 types de cartes, des cartes hein, donc, portant sur des inondations historiques, certes d'autres sur l'extension des zones inondables. Hein, le troisième type sur hein, donc, l'ALIA d'inondation et le dernier type hein, donc, sur les risques des inondations. Bon, que traduisent réellement sur ces concepts sur les cartes et chez les différents auteurs. Commençons par donc, les cartes d'inondation historiques et des zones hein, inondables. Donc ces cartes en fait ne permettent pas de faire une hiérarchisation de l'ampleur du phénomène. Hein. Pour les cartes d'inondation historiques, c'est des cartes hein, qui sont établies à partir des traces laissées par les inondations, ou inondations considérées, donc c'est des études sur le terrain. Bon, il y a la possibilité aussi d'utiliser les images satellitaires, mais rares les travaux, on n'a pas rencontré de travaux hein, donc, qui ont utilisé l'image satellitaire hein, pour rendre compte d'un événement inondant dans
Donc, pour les cartes des zones inondables, ce sont des cartes donc, qui illustrent en fait les zones touchées par les inondations. Et c'est toujours ce type de cartes, ce sont des cartes générales, hein, comme ceci par exemple. Hein, donc là, on a donc la crue, donc la zone touchée par la crue d'octobre, hein, de 13 octobre au 1989, la zone donc, de débordement de l'oued de Rsob en 1996 à Souera. Bon, là, c'est un peu hein, différent, c'est également des cartes d'inondation, mais ils sont issus de la modélisation. Donc là, c'est des genres de cartes qui sont réalisées dans le cadre des atlas des agences de bassin. Et là, une carte donc, qui montre la zone où les zones inondées hein, à l'amont de Mohamed. Donc voilà pour le premier ou les deux premiers types de cartes produites. Hein. Le deuxième type de carte, c'est les cartes de l'ALIA. Et pour ces cartes de l'ALIA, donc pour les niveaux dégagés ou considérés par la plupart des cartes et les approches adoptées, on trouve, hein, donc pour les niveaux, il y a trois principaux niveaux donc, de l'ALIA, fort, moyen, pardon, là il y a faible, hein, moyen, qu'est-ce qu'on fait, hein, c'est faible, hein, on s'excuse. Pour les approches, on a pu distinguer deux approches, hein, l'approche géomorphologique et l'approche modélisatrice. Hein. Pour l'approche géomorphologique, hein, donc, on peut donc, distinguer deux méthodes. La méthode qui est très connue donc, développée en France par Masson et par ses successeurs Vallée et ses étudiants, donc l'approche hydrogéomorphologique hein, et notre approche qu'on a utilisée pour l'étude des inondations à Taza dans notre équipe de recherche, et c'est une méthode en fait qui est très proche de la méthode hydrogéomorphologique que ces auteurs donc, espagnols du laboratoire de géologie de l'université de Barcelone hein, l'appellent la méthode géomorphologique intégrée. Donc le niveau de l'ALIA dans ce type de document, dans ce type de carte, en fait, est basé sur hein, les unités morphologiques et fonctionnelles hein, des cours d'eau, donc les mineurs, les majeurs et là, en fait, ces cartes, rarement, ils sont rarement utilisées pour l'évaluation hein, du risque. Hein. Ils se limitent à la caractérisation hein, de l'ALIA et sont hein, donc basés sur, comme je disais, sur hein, les traces, et ces traces, bien sûr, dans certains milieux, surtout en milieu urbain, disparaissent rapidement et c'est difficile donc d'établir hein, donc les limites de hein, ces unités. Voilà un exemple donc de carte établie par hein, la méthode hydrogéomorphologique et un exemple donc de carte établie par la méthode donc géomorphologique intégrée. Pour l'approche modélisatrice, donc on fait signe que j'ai pas beaucoup de temps. Hein, donc c'est surtout l'accès au logiciel, aux outils de modélisation qui a favorisé donc le développement de cette approche modélisatrice. Surtout la plupart des auteurs utilisent donc le logiciel hein, ECRAS qui offre la possibilité surtout hein, de faire certaines opérations directement sur hein, certains logiciels comme ArcGIS, où on a donc un add-on, donc le HEC-GeoRAS, qui permet de faire de la géométrie du bassin et après de faire la cartographie. Hein. C'est pour les cartes réalisées par hein, cette approche, donc la même chose. Hein. On trouve donc que
L'aléa pour ces cartes est surtout calculé à travers, donc les niveaux d'aléa sont calculés à travers la période de retour de l'inondation. Certains travaux considèrent également la hauteur d'eau, rarement celle où ceux qui utilisent la vitesse ou la vitesse du courant, et pourtant c'est une donnée très importante. L'exemple des inondations de l'Hajb et d'Oureka, l'importance des dégâts qu'ils ont occasionnés, c'est à cause donc de la vitesse du courant et c'est pas donc la hauteur des eaux. Et aucune carte nous fait nous mentionne donc la durée de la submersion des zones affectées. Bon, certains travaux, surtout ceux qui ont référence ou qui ont suivi certaines méthodes développées dans certains pays, utilisent donc une matrice où on a la récurrence ou la probabilité de retour et la submersion pour déterminer donc le niveau de l'aléa. Bon, des exemples montrant ce type d'aléa. La nature, les sources de données utilisées, donc on a surtout des données simulées, des données hydrologiques simulées, et tout ce qui est topographique, c'est des DEM, surtout le DEM d'ASTI. Le dernier type de carte produit qu'on a rencontré dans la littérature analysée, c'est les cartes des risques. Donc les cartes des risques, vous savez que le risque, c'est le croisement de l'aléa et de la vulnérabilité. Et bien sûr, là, ces données, on a vu, ils sont des données surtout simulées et issues des DEM gratuits, ce qui est bon, je vais revenir sur les dés. Donc, d'abord, les niveaux du risque, c'est là où on a donc relevé le plus d'ambiguïté.